Imaginez que l'humanité soit confrontée à une crise sanitaire mondiale sans précédent et que les responsables en charge de la gestion de la crise se plantent à chacune de leurs interventions. Mais cette nouvelle menace n'est pas un simple agent pathogène ou virus. Il s'agit d'une mutation génétique qui transforme des gens ordinaires en machines à tuer nocturnes et voraces. Peut-être pourrons-nous compter sur un soldat devenu scientifique pour sauver sa famille et, par la même occasion, le monde entier. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les loups-garous mutants dans Les Loups-garous. Dans une émission d'actualité en direct, le docteur James Aranda, spécialiste de la santé, explique les raisons scientifiques de la dernière catastrophe mondiale. Il y a 1 an, la lumière d'une superlune a déclenché une transformation violente chez plus d'1 milliard de personnes dans le monde, les transformant en loups-garous sanguinaires et dénués de toute conscience. Personne ne sait exactement ce qui a déclenché l'événement. Mais avec une autre superlune qui devrait apparaître ce soir, le docteur Aranda exhorte les téléspectateurs à rester chez eux et à prendre des mesures pour assurer leur sécurité. Dans un tout autre endroit, Wesley, un ancien militaire, aide la famille de son défunt frère à se préparer à l'épreuve à venir. Il y a Lucy, la veuve de son frère, et sa fille Emma. D'après l'équipement et les photos accrochées au mur, il semble que le frère de Wesley était pompier et qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions au cours de la précédente superlune. Alors que tous 3 finissent de célébrer l'anniversaire du héros défunt, Wesley se concentre sur la protection de la maison contre tout visiteur indésirable qui pourrait rôder dans les rues à la tombée de la nuit. Outre les planches sur toutes les portes et fenêtres, ces mesures de sécurité comprennent des pièges à ours, des barbelés et un vaporisateur improvisé fabriqué à partir d'un arroseur de jardin et d'un baril de concentré de capséine pure. Ajoutez à cela une clôture électrifiée et des caméras sur tout le périmètre. Et il est clair qu'il ne plaisante pas quand il s'agit de son équipement de survivaliste. Alors qu'il met la touche finale à son installation, des coups de feu retentissent dans une cour voisine. À son domicile, Lucy répond à quelqu'un qui sonne à la porte. C'est sa voisine adolescente Regan qui passe avec des douceurs de sa mère pour remonter le moral d'Emma. Lucy lui rend l'appareil en lui donnant quelques articles de survie de base, des piles de rechange pour sa lampe de poche et un spray au poivre. Plus qu'assez pour terrasser un loup-garou ou 2. Juste à côté, Wesley enquête sur la source des coups de feu qu'il a entendus plus tôt. Il s'approche d'un homme aux cheveux grisonnants tatoué USMC, qui vise des cibles avec un fusil d'assaut automatique. Après avoir crié son nom à plusieurs reprises, Wesley réussit à convaincre Cody, son voisin à la gâchette facile, de cesser le feu. Et il s'en prend au vétéran pour avoir tiré à bout portant si près de la maison de Lucy. Cody s'excuse, affirmant qu'il essaie seulement de se préparer à l'enfer qui les attend cette nuit-là. Pendant ce temps, Lucy rassemble des provisions et se livre à des affirmations positives. Wesley revient pour lui expliquer le fonctionnement d'un fusil à pompe avant de passer en revue les règles une dernière fois. Il ne faut ouvrir la porte à personne, ne faire aucun bruit et surtout ne pas hésiter une seconde à tirer sur les loups-garous qui parviendraient à franchir leur défense, peu importe qui ils sont. Wesley ne passera pas la nuit avec elle, alors il exhorte Lucy à l'appeler en cas d'urgence. Oncle Wes fait ensuite ses adieux à sa nièce, qui lui demande pourquoi il ne peut pas rester là pour les protéger. Apparemment, on a besoin de lui ailleurs. Mais Wesley rappelle à Emma l'histoire des 3 petits cochons et comment ils ont été protégés du grand méchant loup dans leur maison en briques, tout comme celle-ci. Il laisse ensuite la fillette avec la maigre promesse qu'elle survivra jusqu'à son retour. Après un dernier regard sur certains des souvenirs de son frère, Wes se retourne pour partir avec une détermination renouvelée. Et Lucy barricade la porte derrière lui, inconsciente du cauchemar auquel elle va être confrontée. Ok, sérieusement mec ? Tu vas laisser tomber la famille de ton frère avec des loups-garous affamés en liberté? Wesley ne sera pas élu oncle de l'année de sitôt. Au lieu de laisser une mère en deuil et son enfant effrayé affronter seul le danger, pourquoi ne pas demander au voisin Cody de venir monter la garde? Le vieux vétéran a clairement perdu la tête, mais l'union fait la force. Avec son entraînement au combat dans les Marines et son arsenal d'armes, sa présence pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour ce foyer vulnérable. En plus, si elles ne restent pas ensemble, Lucy et Emma pourraient se prendre une balle perdue si les choses tournent mal. Mieux vaut rester derrière Cody que sur sa trajectoire de tir. Mais même si le voisin bizarre est trop instable pour qu'on lui fasse confiance, il doit bien y avoir quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de ces deux-là jusqu'au matin. Le frère de Wes était pompier, non? En supposant que le reste de son équipe ait survécu à la superlune précédente, l'un d'entre eux se porterait sûrement volontaire pour protéger la famille de son camarade décédé en cas de besoin. En fait, une caserne de pompiers semble être l'endroit idéal pour passer la nuit. Au lieu de barricader une maison d'habitation fragile, Wes aurait pu s'organiser avec les amis de son frère pour créer un sanctuaire sécurisé à la caserne de pompiers pour les premiers intervenants et leurs proches. Mais au lieu de ça, il semble que Lucy et Emma vont devoir se débrouiller seules.
Dans une zone métropolitaine côtière, des soldats font passer les véhicules civils à un poste de contrôle. Depuis sa voiture arrêtée, Wesley regarde les piétons monter dans les bus. Il remarque un jeune homme dans la foule avec une cicatrice proéminente au visage, un signe révélateur d'une personne victime d'une transformation en loup-garou lors de la dernière superlune. Les gardes font passer Wesley par le poste de contrôle et il se rend à destination. Pendant ce temps, Cody se laisse distraire par une chaîne de télé qui passe dans un salon qui n'a pas l'air des plus sûrs. Pourquoi mettre des planches aux fenêtres et des pièges quand on a un fusil de sniper de calibre 50 sur la table basse, hein? Ces loups-garous ne sauront même pas ce qui les a frappés. Mais au cas où toute cette puissance de feu ne serait pas assez effrayante, Cody a appliqué de la peinture de guerre sur son visage pour faire monter d'un cran le facteur d'intimidation. Hourra, baby! Rien ne peut nous arrêter. Dans la zone militarisée, le docteur Aranda s'adresse à une foule de journalistes. Il leur dit que le temps presse et qu'ils n'ont que 9 heures pour évacuer, tester et enregistrer les résultats de l'arme secrète qu'il prévoit de déployer contre la menace grandissante des loups-garous. Il présente son équipe et ses collègues, dont le docteur Wesley Marshall, le chef de l'équipe d'intervention rapide et biologiste moléculaire en chef. Ce type a plusieurs casquettes. Aranda présente également le second de Wes, Evan Radcliffe, ainsi que le docteur Amy Chen, biologiste et experte en comportement des loups. À la maison, Lucy allume la télévision pour suivre les propos d'Aranda. Dans sa propre maison, Cody fait de même en enfilant un gilet pare-balles sur lequel est griffonné le slogan « Tueur de loups » pour se motiver avant le combat à venir. Le plan se déroule comme suit. La superlune a déclenché une mutation rapide de l'ADN chez les individus sensibles aux effets du clair de lune. L'objectif des scientifiques est de voir si la mutation peut être bloquée à l'aide d'un liquide spécial qu'ils ont mis au point, appelé écran lunaire, qui devrait agir comme une barrière entre le clair de lune et l'ADN du porteur. Tous les services d'urgence seront suspendus du coucher au lever du soleil pendant qu'ils mettront leur théorie à l'épreuve. Aranda exhorte les téléspectateurs à rester chez eux et à éviter la lumière de la lune, puisque n'importe qui peut potentiellement se transformer. Après avoir souhaité bonne chance à son public, Aranda et son équipe se mettent au travail pour les derniers préparatifs. Mais ils ne se doutent pas du chaos qui va bientôt en résulter. À l'intérieur de l'installation, le Dr Chen observe d'en haut la mise en place de 4 cages en acier de taille humaine. L'un des sujets de test, Miles, est escorté vers une de ces cages, vêtu uniquement de ses sous-vêtements et d'un collier métallique surdimensionné. Son corps est couvert des mêmes cicatrices distinctives que l'homme que Wesley a vu dans la rue. Amy a un flashback de plus tôt dans la journée quand elle et Miles se sont embrassés et dit au revoir en larmes. Apparemment, le Dr Chen emporte son travail sur les études comportementales canines chez elle. Elle regarde avec appréhension son amant, l'homme loup, être placé dans une des cages. Pendant ce temps, Wesley, Evan et le reste de l'équipe se préparent pour un test dans la zone de rassemblement. Après avoir enfilé une combinaison de protection résistante aux UV et s'être aspergé d'une fraîche brume scientifique, c'est parti. Les scientifiques se rendent dans la zone de test où l'objet de l'amour du Dr Chen a été rejoint par 3 autres sujets vêtus de sous-vêtements avec leur propre collier et leur propre cage. Le cobaye féminin en a assez de ce manège et elle veut descendre. Les 2 autres sujets masculins affichent des niveaux variables d'euphorie maniaque à l'approche de la superlune. Il est temps d'administrer les traitements expérimentaux. Tout d'abord, un collier nanotechnologique liquide est administré pour protéger les yeux du sujet. Ensuite, le sujet est aspergé de la tête aux pieds avec l'écran lunaire. Le test vise à déterminer la durée pendant laquelle ce produit peut empêcher les sujets de se transformer quand ils sont exposés au clair de lune. Enfin, si ça fonctionne. Une fois l'application de l'écran lunaire terminée, le sujet féminin commence à paniquer. Elle supplie d'être libérée de sa cage. Et le Dr Chen demande au Dr Aranda si elle doit être mise sous sédatif. Il répond que les sédatifs pourraient interférer avec le test, et que la femme savait à quoi s'attendre. Sous le regard des scientifiques, un compte à rebours atteint 0, et le toit de l'installation s'ouvre pour révéler la lumière de la superlune qui brille juste au-dessus. Au début, l'écran lunaire semble faire son effet. Les 4 sujets sont exposés à la lueur de la lune sans aucun effet transformateur. Les scientifiques optimistes se précipitent pour prélever des échantillons de sang et de tissu pour leurs études. Dans le quartier résidentiel, quelques malheureux n'ont pas eu cette chance. Alors que sa fille qui porte un casque reste complètement ignorante, Lucy entend des hurlements et d'autres bruits voraces venant de l'extérieur. Chez elle, Regan, une jeune fille du quartier, vient de préparer un grand bol de pop-corn quand le courant est tout à coup coupé. Elle ne trouve pas sa mère, malgré la lumière de la superlune qui entre par les fenêtres ouvertes. Maman s'est transformée en bête dans la cuisine, comme si c'était la veille d'une vente de biscuits. À ce moment-là, les tests sur les échantillons de tissu du scientifique sont bien avancés et le Dr Aranda enfile une combinaison de protection pour rejoindre Wesley dans la salle de test. Mais leur conversation scientifique est bientôt interrompue par les cris de Miles provenant de sa cage voisine.
Il semble que l'écran lunaire s'estompe après 1 heure seulement, et que les sujets commencent à se transformer. Evan passe à l'action, apportant l'encombrant pulvérisateur d'écran lunaire au-dessus de la cage de Miles pour une nouvelle couche. Maintenant au plus profond de sa transformation, Miles arrache l'équipement des mains du scientifique effrayé, le projetant vers une des autres cages qui s'écrase à son tour sur le sol. Le chaos s'installe dans la zone de test alors que les scientifiques s'enfuient dans la panique. Dans la salle de contrôle, Amy demande que le toit de l'installation soit fermé. Bien sûr, le mécanisme se bloque et le toit reste ouvert, alors que les autres sujets sont frappés par les affres de la transformation. Les lumières à l'intérieur de l'installation commencent à clignoter violemment, tandis que des étincelles jaillissent de chaque mur. Et il est temps de partir. Amy sonne l'alarme pour l'évacuation au moment où la combinaison d'Aranda est compromise. Wesley retient Aranda alors qu'il commence à se transformer, tandis que l'infortuné Evan va chercher un tranquillisant. Il arrive juste à temps pour se faire lacérer le ventre par le gentil docteur, maintenant complètement transformé en loup-garou. Wesley attrape un tube de protection anti-lune à proximité et soulève son assistante blessée pour s'enfuir alors que des membres armés de l'équipe scientifique font feu sur leur ancien patron. Un tir malencontreux touche un des gros boutons verts qui sert à sécuriser les cages des sujets de test, et un autre loup-garou est libéré. Wesley et Evan parviennent à se mettre relativement en sécurité dans la zone de transit, tandis que les autres membres de leur équipe sont littéralement mis en pièces. Ok, quelque chose me dit que ces médecins n'étaient pas les meilleurs de leur promotion. Essayer de résoudre une catastrophe surnaturelle massive par la science est admirable. Mais ces pseudo-scientifiques n'auraient pas pu faire pire s'ils avaient essayé. Les légendes de loups-garous remontent à l'Antiquité, et les créatures similaires apparaissent dans les traditions folkloriques du monde entier. Dans la plupart des cas, les victimes de la malédiction du loup-garou sont atteintes après avoir été mordues par un autre loup-garou. Mais dans le cas présent, la transformation est le résultat d'une mutation génétique soudaine qui réagit à la lumière intense de la superlune. La cause de la mutation étant bien comprise par notre groupe de chercheurs intrépides, une ligne de conduite logique semble claire. Utiliser la thérapie génique pour traiter les porteurs du gène du loup-garou. La thérapie génique consiste à introduire, modifier ou remplacer du matériel génétique dans les cellules d'une personne pour traiter ou prévenir la maladie. Elle consiste généralement à introduire un virus inoffensif pour délivrer un gène fonctionnel et corriger un gène défectueux. Une fois à l'intérieur des cellules, le gène thérapeutique peut corriger les défauts génétiques pour rétablir les fonctions normales. Si la thérapie génique était administrée aux membres de la population touchés par la mutation du loup-garou, la menace pourrait être neutralisée, ou du moins considérablement réduite. Mais peut-être n'y avait-il pas assez de temps ou de ressources pour modifier les gènes de chaque personne infectée sur Terre dans l'intervalle d'1 an entre les superlunes. Alors la solution qu'ils ont trouvée à la place, c'est cette ineptie de crème de protection lunaire. Une crème solaire ordinaire avec un indice de protection de 100 filtre déjà 99,9% des rayons UV. Il est donc difficile d'imaginer que le temps passé à rechercher et à mettre au point ce produit ait été du temps bien utilisé. Et comme le montre le test, la fenêtre d'efficacité limitée à 1 heure le rend quasiment inutile. Au lieu de perdre son temps avec cet écran lunaire, la communauté scientifique mondiale aurait pu mettre à profit ses capacités intellectuelles. Peut-être pourrait-on développer un système de satellites pour empêcher les rayons nocifs de la Lune d'atteindre la Terre. Ou alors, il y a l'option nucléaire, c'est-à-dire envoyer une vague d'ogives pour réduire la Lune en miettes. Bien que cette solution introduise toute une série de nouveaux problèmes pour les habitants de la Terre, aucun d'entre eux ne semble aussi grave que la menace d'attaque fréquente et généralisée de loups-garous. Après tout, qui a besoin des marées de toute façon ? Au-delà des hypothèses, partons du principe que l'écran lunaire est la solution idéale au problème des loups-garous. Même dans ce cas, les mesures de sécurité mises en place pour ce scénario de test sont pour le moins risibles. Combler ces lacunes est la première chose que ces malheureux scientifiques auraient pu faire pour éviter le chaos qui s'est ensuite déclenché. Pour commencer, parlons de la conception des cages. Supprimez les barres ouvertes gigantesques suffisamment larges pour que les pattes puissent les traverser et remplacez-les par un treillis métallique. Vous pourriez peut-être même concevoir des buses intégrées pour administrer le sérum lunaire depuis l'intérieur des cages elles-mêmes. Ensuite, on a le bouton vert géant de déverrouillage qui crie littéralement « Appuie sur moi !» Remplacez-le par un clavier à combinaison, de préférence contrôlé à distance. Après ça, espacez correctement les cages et fixez-les au sol pour éviter qu'elles ne basculent. Il ne reste plus qu'à régler la question de la trappe géante. Et si on la doublait au cas où elle se bloquerait ? Bon sang, même quelques parasols de taille décente auraient probablement fait l'affaire pour bloquer la lumière de la Lune au pire. Comme le dit le proverbe, une mauvaise planification conduit à de mauvais résultats. Avec une réflexion plus pointue et une meilleure utilisation du temps et des ressources, cette équipe aurait pu passer la nuit à enregistrer ses découvertes dans la sécurité de son laboratoire. Mais au lieu de ça, il se retrouve à danser au clair de lune avec des sujets de test particulièrement affamés.
Les étincelles continuent de voler partout quand Amy fuit la folie de la zone de test. Elle est bientôt rejointe par Wes et Evan blessés. Après avoir échappé de justesse à un loup-garou, les trois se réfugient dans l'infirmerie voisine. Malgré les efforts de son collègue pour lui prodiguer les premiers soins, Evan succombe rapidement à ses blessures. Les deux scientifiques restants évaluent alors leurs options de survie. Amy plaidant pour rester sur place, alors que Wes suggère de tenter de s'échapper. Les défenses à l'intérieur de l'installation étant épuisées, ils décident de courir le risque de sortir dans la rue et se dirigent prudemment vers une salle de stockage pour se préparer à leur périple. Après avoir récupéré des pistolets et appliqué une dose d'écran lunaire, ils règlent leur montre sur 1 heure pour pouvoir suivre la fenêtre d'efficacité du remède. À la maison, Lucy voit des loups-garous courir dans la rue grâce à ses écrans de surveillance. À côté, Cody aperçoit les bêtes par une des fenêtres ouvertes. Il braque son arme sur un des métamorphes et ouvre le feu. Une des créatures ingénieuses lui rend l'appareil en lançant un boîtier électrique à travers son mur, envoyant Cody valdinguer sur le sol. Et alors que la lumière de la lune pénètre par le trou de sa maison, le soldat infortuné se transforme lui aussi en créature de la nuit. De l'autre côté de la ville, Wesley et Amy ont quitté les lieux et traversent maintenant le parking en voiture. Wes passe les barrières à toute vitesse et appelle Lucy pour prendre de ses nouvelles. Elle leur raconte les exploits de Cody tout en essayant de calmer leurs craintes. Tout à coup, Lucy entend quelque chose à l'extérieur. C'est sa voisine Regan qui supplie qu'on la laisse entrer. Wesley l'exhorte à ignorer les appels à l'aide de la jeune fille et à se concentrer sur sa propre sécurité. La conscience de Lucy finit par prendre le dessus et elle appelle Regan par l'interphone pour lui faire savoir qu'elle arrive. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Lucy regarde impuissante l'adolescente se faire emporter par un agresseur canin. Avec toute cette agitation, Wesley, le conducteur, est distrait. Et il percute de plein fouet un bus municipal qui passait, mettant ainsi fin à l'appel téléphonique. Lucy tente de se calmer en se parlant à elle-même, tandis que le loup-garou Cody met en pièces Regan à l'extérieur. Alors que Cody écrase le corps sans vie de Regan contre la clôture électrifiée, Lucy décide de passer à l'offensive. Repérant son ancien voisin à la caméra, elle lui envoie une bonne dose de piment provenant du système d'arrosage piégé. Et le toutou soldat s'enfuit avec des hurlements de douleur qui résonnent dans la nuit. Ok, il y a beaucoup de choses à analyser ici, alors mettons-nous au travail. Commençons par Cody. L'ancien marine souscrit clairement à la philosophie selon laquelle la meilleure défense est une bonne attaque. Plutôt que de fortifier sa résidence en prévision de la superlune, il compte entièrement sur son arsenal d'armes pour passer la nuit. Cette tactique est discutable dès le départ, puisque les loups-garous sont attirés par le bruit. Plutôt que de s'en tenir à ses armes, Cody aurait dû suivre l'exemple de Wes et sécuriser les entrées de sa maison pour plus de sûreté. Ou s'il était simplement resté silencieux et avait fait profil bas, il y a de fortes chances que les loups l'auraient totalement ignoré. Après tout, on dirait qu'ils ne l'ont remarqué qu'après qu'il ait ouvert le feu. Mais en supposant que pour ce type c'est soit les armes à feu soit rien, Cody avait de meilleures options pour se défendre. Le fusil Barrett M82 posé sur sa table aurait été un meilleur choix que l'arme de type AR, bien moins puissante qu'il a utilisée contre les loups-garous. Étant une arme antimatérielle tirant des balles de calibre 50 à 823 mètres par seconde, le Barrett avait une puissance de feu plus que suffisante pour anéantir tout ce qui respire. Dans une attaque surprise, Cody aurait très probablement pu abattre plusieurs de ces bêtes avant même qu'elles ne sachent ce qui les a frappées. Mais au lieu de ça, l'approche de ce vieux marine, à savoir tirer d'abord et réfléchir ensuite, a fait qu'il a rejoint les rangs des prédateurs qui arpentent les rues à la recherche de sang. Ensuite, il y a Regan. Si le thème de la soirée était l'incapacité totale de l'humanité à se préparer à cette menace, la jeune voisine insouciante et sa mère remportent la palme. La vue de l'intérieur de leur maison montre clairement que cette famille n'a pris aucune précaution. Pas de fenêtre ou de porte condamnée ici, juste un grand bol de popcorn et un spray au poivre emprunté. Voilà une idée, Regan. Si tu ne supportes pas l'idée de rater la soirée cinéma, tu pourrais au moins fermer les rideaux pour bloquer la lune, au risque de muter et tout. Mais à présent, elle est totalement vulnérable, et la rue grouille de loups-garous. Il est logique qu'elle veuille retourner chez Lucy pour demander de l'aide, mais frapper sur son portail et crier à plein poumon va seulement attirer une attention non désirée. Pour avoir une chance de survivre, Regan aurait dû se déplacer furtivement à la périphérie de la maison à la recherche d'une faille dans ses défenses. Si elle avait pu se faufiler de quelque façon que ce soit sous la clôture, elle aurait pu facilement attirer l'attention de Lucy sans faire trop de bruit. Une simple benne à ordures de quartier aurait été plus que suffisante pour cacher une adolescente. Et l'odeur aurait même pu aider à masquer son doux parfum si les loups s'étaient mis à renifler dans le coin. C'est peu probable, mais c'est mieux que de courir de porte en porte pour demander de l'aide. Et enfin, il y a Wesley. Vous pensez pas qu'un titulaire de doctorat devrait avoir assez de bon sens pour ne pas regarder son téléphone en conduisant? Regarde la route, mon grand! S'il avait simplement maintenu sa concentration, lui et Amy auraient pu s'échapper sans problème.
Mais au lieu de ça, ils vont devoir se risquer à marcher pendant le reste du trajet. Wes et Amy reprennent conscience dans l'épave en feu de leur véhicule. Ensanglantés, mais pas trop mal en point. Ils abandonnent le SUV en flammes avant que Wes n'ait eu le temps de récupérer son téléphone. Ils trouvent refuge dans un couloir rempli de devantures de magasins fermés et décident de peaufiner leur plan. Amy explique que les loups aiment chasser leur proie en fuite. Ils pourront peut-être échapper à un seul attaquant ou le déjouer, mais ils ne tiendront pas longtemps avec toute une meute à leur trousse. S'ils se retrouvent acculés, ils n'auront que 3 options. Les dominer, fuir ou mourir. Ils sortent du tunnel et aperçoivent un groupe de loups-garous en train de s'en prendre à des voitures garées. Malgré le danger, ils décident d'utiliser les voitures pour se mettre à couvert. Ils marchent accroupis dans la rue bondée et parviennent à éviter l'attention des loups jusqu'à ce que l'un d'eux semble flairer leur odeur. Ils se cachent rapidement en se mettant sous une voiture garée. Le loup fracasse la vitre de la voiture qui les abrite et renifle le sol à proximité du véhicule avant de finalement s'éloigner. Wes et Amy saisissent alors l'occasion de s'enfuir. Mais au moment où Wes pousse un soupir de soulagement, l'alarme de sa montre se met à sonner bruyamment. Il court se réfugier dans un centre commercial tout proche, se glissant sous les grilles qui se referment juste à temps. À l'intérieur, un enfant portant des lunettes de soudeur et un poncho sombre les interpelle. Ils le suivent à l'intérieur du bâtiment alors que les loups se jettent contre la grille fermée. Traversant les couloirs encombrés, Wesley et Amy sont bientôt pris en embuscade par un homme encapuchonné qui brandit une machette et porte un masque à gaz. Les camarades de l'homme à la machette émergent de l'ombre et Wesley explique qu'ils ne leur veulent aucun mal. Ils veulent juste utiliser les tunnels sous le marché pour échapper au danger à l'extérieur. Le chef du groupe accepte alors de les escorter jusqu'à l'entrée du passage souterrain. Au même moment, le loup-garou Cody s'asperge les yeux avec de l'eau de bain pour oiseaux pour rincer le gaz poivré. Wesley et Shane traversent les tunnels sous le supermarché avant d'atteindre une impasse où se trouve une grille verrouillée. Wesley prépare son arme à feu pour tirer sur la serrure, au moment où un loup dissimulé descend du plafond et se jette sur eux. Ils se retournent au moment où la bête les charge, en voyant leur corps inerte s'écraser contre la grille. Le loup projette Wesley un peu partout, tandis qu'Amy reprend conscience. Et au moment où le loup s'apprête à l'achever, Wes attrape une barre pointue de la grille détruite et l'utilise pour empaler son agresseur à la dernière seconde. La dernière menace étant neutralisée, le duo peut continuer à travers les tunnels jusqu'à la rue à l'extérieur. Mais il y a un problème, leur écran lunaire commence à surchauffer. Ils trouvent des bâches qui traînent, s'en recouvrent et se réfugient dans une bodega voisine pour planifier leur prochaine action. Wesley dépose l'écran lunaire dans une armoire frigorifique pour le refroidir et pouvoir le restaurer. Dans son salon, Lucy est assise sur le canapé avec Emma, tandis que des images de loups envahissent ses écrans de sécurité. Les connexions se coupent les unes après les autres, les bêtes neutralisant les caméras l'une après l'autre. Dans la bodega, les 2 survivants profitent de ce temps mort pour se lamenter sur le sort de leur monde en proie aux loups. Wes admet que veiller sur la famille de son frère lui semble une tâche impossible, mais leur conversation est rapidement interrompue par un bip provenant de l'armoire frigorifique. L'écran lunaire est à nouveau utilisable. Il leur faut juste quelque chose pour le garder au frais pendant le reste du voyage. Pendant qu'Amy va voir à l'arrière du magasin, Wes entend quelque chose farfouiller dans les parages. Dans l'allée suivante, il découvre une adolescente loup en train de mâchouiller un chat. Alors qu'elle se dirige vers lui, Wes sort son arme et ordonne à la fille de s'arrêter, visiblement mal à l'aise à l'idée d'abattre la louve adolescente. Amy intervient juste à temps avec un coup bien placé de pistolet paralysant qui assomme le précieux louveteau. À l'extérieur de la maison de Lucy, les loups s'agrippent à la clôture électrique pour tenter de la court-circuiter. Alors que ses lumières vacillent, Lucy se prépare à ce que ça chauffe. Elle vide une boîte de cartouches de fusil de chasse et les charge une à une dans l'arme, tout en prononçant une autre de ses célèbres tirades de motivation. Elle hurle à plein poumon et prévient Cody qu'elle n'hésitera pas à lui faire sauter la cervelle. Mais son voisin loup a déjà trouvé une nouvelle stratégie d'attaque. Il renverse un poteau électrique situé à proximité qui traverse la clôture et coupe l'alimentation électrique de la maison. La voie étant libre, les loups s'abattent sur la propriété. Lucy vérifie le disjoncteur de la maison en vain, tandis qu'un des loups est pris au piège par un piège à ours dans son jardin. Sans électricité, elle et Emma se dépêchent d'allumer des lanternes électriques dans chaque pièce. Fusil à la main, Lucy lance un dernier avertissement aux loups qui frappent contre les murs, et de la poussière tombe du plafond sous le bruit de pas lourds. On dirait bien qu'ils sont sur le toit aussi. Alors qu'ils se déplacent prudemment dans les rues de la ville, Wesley et Amy sont attirés par le bruit de coups de feu. Ils tombent sur un groupe paramilitaire engagé dans une mêlée avec une meute de loups-garous. Vêtus d'une armure corporelle anti-rayon de lune, ces soldats providentiels sont armés jusqu'aux dents. Déchaînant une pluie de feu depuis un camion équipé d'un minigun, ils semblent avoir les loups à leur trousse. Pendant une accalmie dans le combat,
Les deux scientifiques émergent les mains en l'air et s'annoncent au groupe. Étant donné la menace constante de transformation, les hommes armés ne sont pas ravis de voir deux personnes à la peau exposée marcher vers eux. Avant que le couple puisse expliquer les avantages incroyables de l'écran lunaire, les loups-garous profitent de la confusion pour renouveler leur attaque. Amy et Wes se mettent à couvert alors que les combats reprennent. Un par un, les hommes armés sont éliminés par leurs assaillants. Et ils sont encore plus enhardis quand un loup-garou punk complètement déjanté apparaît, qui ne perd pas de temps pour éliminer le type qui manie la mitrailleuse. Amy se rend vite compte que les loups forment un cercle de mort autour du groupe. Ils vont devoir s'enfuir s'ils veulent avoir une chance de survivre. Elle se porte volontaire pour distraire les loups, pendant que Wes se dirigera droit vers le véhicule, dont la puissance de feu écrasante du minigun devrait aider à équilibrer les chances. Amy provoque une scène en hurlant au visage du loup punk dans une démonstration de domination. Peu impressionné, il lâche un rugissement sanglant, se tenant prêt à éventrer le médecin déconcerté. C'est alors que Wes appelle depuis le plateau du camion. Il arme le minigun et Amy se met à couvert tandis que les balles transpercent le corps du punk mutant. Et les autres loups s'enfuient, effrayés au cœur de la nuit. Mais ils ne partiront pas pour longtemps. Wesley appelle Amy pour qu'elle monte dans le camion, afin qu'ils puissent s'échapper tous les deux. Ouvrant la portière passager, Amy s'arrête et sourit à Wes. Mais il voit alors sous le choc un bras velu se déployer depuis le toit et projeter sa camarade en l'air comme une poupée de chiffon. Il saute rapidement du véhicule, mais ni Amy ni son agresseur ne sont en vue. Alors à contre-cœur, Wes remonte dans le camion et appuie sur l'accélérateur. Ok, il y a visiblement plus à découvrir sur ces loups que ce que l'on voit au premier abord. Les loups-garous sont réputés pour leur puissance meurtrière brutale et leur endurance physique. Mais il semble que cette souche particulière de Lycan ait également la furtivité de son côté. À maintes reprises, les créatures ont réussi à prendre de court leur proie humaine à leur insu. Par exemple, avec le loup qui s'est faufilé jusqu'à Wes et Amy dans le tunnel en vue de capturer la fille dans la bodega. Ces deux-là ont fait l'expérience à de nombreuses reprises de la dangerosité de baisser leur garde. Il suffit d'un moment d'inattention pour finir en pâté pour chien. Pourtant, quand ils se sont fait repérer par les miliciens, ils ont créé une diversion si efficace qu'aucun d'entre eux n'a remarqué que les loups se regroupaient pour renouveler leur attaque. Plutôt que de surgir en couple et de se lancer dans une explication frénétique sur l'écran lunaire, Amy, qui est peut-être moins intimidante, aurait pu s'aventurer hors de sa cachette en premier. Il est probable que ces hommes lourdement armés auraient été moins enclins à tirer sur une femme seule, et elle aurait pu expliquer calmement la situation pendant que Wes restait en retrait pour couvrir leur position avec son arme. Une fois que le premier loup se serait jeté sur eux, ces coups de feu auraient attiré l'attention du groupe qui aurait pu une fois de plus repousser leurs assaillants. Puisqu'on parle d'écran lunaire, c'est à ce moment-là que la substance miracle s'est finalement avérée plus problématique qu'utile. Les commandos connaissent clairement les règles en matière d'exposition à la superlune. Si vous ne vous couvrez pas, vous risquez d'être transformé. Il était donc raisonnable de penser que deux individus errant dans la nuit avec la peau exposée pouvaient représenter un risque. Vous voyez, l'écran lunaire ne dure qu'1 heure, et son application est chronométrée par une alarme extrêmement bruyante. S'ils avaient réfléchi, Wes et Amy auraient pu demander aux gens qui se cachaient dans le tunnel de leur prêter des masques et des lunettes de rechange. Et même s'ils n'avaient pas pu ou voulu les aider, ils auraient probablement pu trouver de quoi se couvrir dans un des nombreux magasins qu'ils ont traversés en venant ici. Quoi qu'il en soit, dépendre de l'écran lunaire était une erreur qui leur a coûté cher à plusieurs reprises. S'ils avaient été habillés de manière appropriée à la situation, leur rencontre avec le groupe armé aurait pu se dérouler de manière beaucoup plus détendue. Néanmoins, ce duo de choc a fait ce qu'il faut pour survivre à la nuit et se procurer un putain de moyen de transport. Maintenant, en supposant que Wes puisse garder les yeux sur la route et éviter de percuter tout transport en commun, ils seront en route pour un voyage facile et vont aller voir Lucy et Emma ou simplement faire des chronos sur l'autoroute jusqu'au lever du soleil. Parce que le monde est à eux à présent. Oui, c'est ça. Amy ouvre la portière du camion. Maintenant, il ne reste plus qu'à rester à l'extérieur du véhicule pendant quelques instants et à faire un grand sourire de satisfaction. Et voilà encore ce manque de vigilance. En s'attardant inutilement à l'extérieur du véhicule, notre docteur a l'esprit embrumé met pratiquement les loups-garous au défi de passer à l'attaque. En cette nuit ponctuée de gestes stupides de la part de personnes censées être les plus avisées, le docteur Amy Chen commet peut-être la plus grosse erreur de toutes. Monte dans ce putain de camion! Tu aurais eu tout le temps de te pavaner de satisfaction une fois sur la route. Mais au lieu de ça, Wes va devoir continuer seul et affronter les dangers que cette nuit lui réserve encore, quels qu'ils soient. Au milieu de son propre combat, Lucy se déplace de pièce en pièce, tirant à travers son plafond sur les loups-garous perchés sur le toit.
Elle épuise rapidement son maigre stock de munitions, ce qui ne lui laisse que 4 cartouches. Alors que les bruits se font de plus en plus pressants, elle dit à Emma de se mettre derrière le canapé. Elle tire 2 autres coups de feu et des colonnes de lumière de lune pénètrent dans le salon par les trous ainsi créés. Alors que le loquet de la porte d'entrée commence à céder, elle tire ses 2 dernières cartouches à travers le mur. Elle attrape ensuite un couteau de cuisine et une bombe de défense pour se préparer à son ultime combat. Elle équipe sa fille de la bombe quelques instants avant que les 2 loups ne pénètrent par les murs du salon. Terrifiées, Lucy et Emma courent se réfugier dans la chambre de la fillette. Alors qu'un des loups envahisseurs les flaire, elles entendent le klaxon du camion à l'extérieur. Dans la rue, Cody et les autres habitants transformés du quartier se tiennent éclairés par les projecteurs du camion réquisitionné de Wesley. Ils foncent sur eux à toute vitesse, éliminant plusieurs des bêtes avec une relative facilité. Mais Cody échappe à cette attaque en s'accrochant au capot du véhicule. Wes continue d'appuyer sur l'accélérateur et écrase le camion avec force dans un garage voisin. À l'intérieur de la maison, Lucy jette un coup d'œil furtif à l'extérieur par la porte de la chambre de sa fille. Il semble que la voie soit libre, jusqu'à ce qu'un autre loup-garou fasse irruption à travers le mur. Lucy attrape Emma et la fourre dans un placard de la pièce voisine. Elle se tient derrière la porte, son couteau à la main, prête à attaquer le loup dès qu'il entrera. Le loup perce la porte du placard, mais il se heurte à une explosion de spray anti-ours pulvérisé par l'enfant. Lucy s'avance pour l'attaquer, mais la bête enragée la repousse rapidement. Emma prend le couteau de sa mère et porte un coup, mais le monstre enragé se concentre maintenant uniquement sur elle. Lucy s'approche et attrape une hache par terre qui s'était détachée pendant le combat. Alors que le loup s'apprête à bondir sur sa fille, elle lui assène un puissant coup de hache à la base du crâne, le tuant sur le coup. Alors que Cody est coincé sans vie entre son pare-choc et le mur du garage, Wes sort en titubant du camion accidenté et se dirige vers la maison de Lucy. Il appelle Lucy et Emma et les 3 se retrouvent à l'intérieur. Mais alors qu'ils commencent à s'embrasser, ils entendent Cody bouger dans le garage. Il semble qu'il ne soit pas mort finalement. Et comme il ne reste plus de cartouches, Wes va devoir faire preuve de créativité pour l'éliminer. Cody se libère du camion accidenté et Wesley commence à élaborer un plan. Il fait à sa nièce un dernier discours sur le fait de devenir courageuse et forte en grandissant, tout comme son père l'a été. Et il remet sa montre à Lucy. Cette fois, l'alarme est réglée pour se déclencher au lever du soleil dans seulement 15 minutes. Si elles survivent jusque-là, tout sera terminé. Wes part alors affronter son ennemi et gagner du temps pour sa famille. Il retrouve Cody dans la rue, trempé par la pluie, et défie son compagnon vétéran. L'écran lunaire s'étant depuis longtemps dissipé, Wes s'expose à la lueur de la superlune et subit sa propre transformation redoutable. Il est temps d'affirmer sa domination dans un affrontement entre loups pour décider une fois pour toutes qui est l'alpha. Après un bref face-à-face, le corps athlétique de Wes l'emporte et il arrache la tête de Cody de ses épaules, ayant facilement vaincu son adversaire. Et quoi de mieux pour célébrer ça qu'une bouchée ou deux de la délicieuse famille de son frère? Ok, ce type sait vraiment comment planter les bagnoles. On dit que si on ne peut pas les vaincre, il faut les rejoindre. Le dernier pari audacieux de Wesley met cette philosophie à l'épreuve, et ça s'avère payant à la fin. Cependant, sa décision de céder et de hurler à la lune soulève une question intéressante. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait beaucoup plus tôt ? Une fois que la situation au labo était devenue incontrôlable, tous les paris étaient ouverts. La survie était la priorité absolue. Alors, quelle forme lui offrait les meilleures chances de survie ? Un corps humain tendre et recouvert d'écran lunaire, ou un loup-garou rusé et pratiquement indestructible. Wes aurait pu s'épargner bien des maux de tête en se transformant dès le début et en rôdant dans la nuit en grand méchant loup. Il n'aurait jamais eu besoin de traverser la ville, et aurait donc été peu susceptible de rencontrer quelqu'un capable de l'éliminer. Et il n'a jamais explicitement déclaré que son objectif était de retourner chez Lucy de toute façon. Pourquoi en aurait-il eu besoin ? À moins que le travail de protection contre les loups qu'il avait fait sur sa maison ne soit pas à la hauteur. À ce propos, le travail de protection contre les loups que Wesley a fait sur la maison de Lucy n'était vraiment pas suffisant. Les loups se sont introduits par les fenêtres et ont détruit les murs. Il devait bien y avoir un endroit plus sûr où se cacher pour ces deux-là. Au final, la maison et ses pièges ridicules sont le symbole parfait des échecs des dirigeants. Au diable l'écran lunaire! Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas construit une série de grands abris en béton sans fenêtres avec des portes de coffre-fort? Personne n'aurait pu y entrer, et personne à l'intérieur n'aurait risqué de se transformer. Problème résolu. Mais non, un des principaux scientifiques chargés de la sécurité mondiale s'est dit qu'un extincteur qui projette du gaz poivré suffirait à protéger sa famille. Lucy et Emma ont eu de la chance de ne pas être mises en pièces dès la première heure, mais ne laissons pas Lucy s'en tirer à si bon compte.
Elle aurait pu faire beaucoup plus pour assurer sa survie et celle de sa fille. Pour commencer, il y a sa préparation, ou plutôt son absence de préparation. Dès le début, on voit que la table et les plans de travail de sa cuisine sont couverts de conserves et de bidons d'eau. De quoi tenir plusieurs jours si les services de base venaient à être interrompus. Donc, il y a toute cette nourriture et cette eau, mais une seule boîte de munitions? Bon, d'accord, ces cartouches feront un sacré boucan. Alors peut-être qu'elle considérait cette boîte de munitions comme une sorte de dernier recours désespéré. Mais alors pourquoi gaspiller 99% des cartouches en tirant à l'aveuglette à travers les murs et le plafond? On ne sait même pas si elle a réussi à toucher sa cible une seule fois. Mais elle a réussi à provoquer un tel vacarme que d'autres loups-garous se sont forcément dirigés vers elle. Au lieu de ça, elle aurait pu attendre qu'ils enfoncent inévitablement les murs et tirer des coups de feu minutieusement ciblés. Aussi coriace soit-il, un tir de fusil bien placé dans la rotule aurait probablement fait l'affaire. Mis à part ses instincts de combat plutôt médiocres, Lucy s'est contentée de faire le strict minimum pour survivre jusqu'à l'arrivée de Wes pour les sauver. Et maintenant, il ne reste plus que Wesley le loup-garou à affronter. Elle aperçoit une cartouche de fusil qui est tombée sur le sol de la cuisine. Lucy charge le calibre 12 et supplie son beau-frère à travers les murs en gruyère de la maison. Mais ses cris tombent dans l'oreille d'un sourd, alors que Wes souffle et s'écrase à travers la porte murée. Tant pis pour la théorie des 3 petits cochons. Dans un dernier effort pour l'atteindre, Lucy brandit une photo d'elle et d'Emma avec le frère décédé de Wesley. Bien que momentanément distrait, Wes laisse échapper un rugissement qui indique à Lucy qu'il n'est pas dupe. Elle tombe sur le sol et s'excuse de ce qu'elle s'apprête à faire en pointant le fusil sur son visage. Mais juste à ce moment-là, l'alarme de sa montre se met à sonner. Lucy utilise son dernier tir pour faire sauter les planches d'une fenêtre voisine, faisant entrer un faisceau de lumière du jour dans la pièce. Alors que la poussière retombe, Lucy lève les yeux et aperçoit Wesley sous sa forme humaine, debout dans la lumière du matin. Elles ont réussi à survivre jusqu'au matin et à échapper à la menace des loups-garous. Du moins, jusqu'à la prochaine superlune. Les loups-garous. Ouais, quel film génial! Je suis vraiment contente que nous ayons eu l'occasion de le couvrir ici sur la chaîne aujourd'hui. Mais si vous auriez fait quelque chose différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une excellente journée!